Bezrat Hashem, là, ce soir, on va essayer de faire un cours sur Yosef Hatzadik. D'accord? On va essayer de le voir à travers les différentes parachiotes et de comprendre un petit peu le message qu'il y a là-dessus, donc le message qu'Hachem nous donne à travers ces parachiotes, parce que c'est quelque chose qui est très très important. C'est une place fondamentale également qu'il a occupée. Au départ, déjà, il faut savoir que Yosef devait être l'aîné de Yaakov. C'est lui qui devait être le Bechor, c'est lui qui devait être le roi, etc. On voit que finalement, Lavan a essayé d'embrouiller un petit peu toutes les cartes, d'accord? Il a essayé un petit peu d'emmêler tout cela, mais finalement, Akadosh Baruch Hu a ramené les choses, bien que ça soit fait avec 4 femmes, puisque normalement, Yaakov devait avoir avec Rachel les 12 tribus, et Yosef était l'aîné. Et c'est lui qui prenait la partie. Mais non, ça s'est pas fait comme ça, mais cependant on voit, et vous l'avez vu dans les parachiotes, dans Rachi, etc., comme quoi Yaakov sait que c'est lui, que par lui tout doit passer. On le voit à travers les rêves, Yaakov Shamar et Tadavar, etc. On voit qu'il sait très bien que les choses vont arriver comme ça, et on voit que dans l'histoire c'est arrivé comme ce qu'il voulait. La question c'est c'était quoi les messages, et on va essayer un petit peu de décrypter les messages ici, parce que c'est très important que vous compreniez que le but des parachiotes, c'est pas de les lire chaque année de la même façon. Vous les avez toutes apprises quand vous étiez au Talmud Torah, mais si à chaque fois vous relisez la même chose, alors on n'a rien compris à la paracha, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour qu'on répète un petit peu les choses comme des perroquets, mais c'est d'avancer à chaque fois dans la compréhension de ces parachiotes et d'approfondir, et croyez-moi, il y a de quoi approfondir. On va faire ça sur des yesodot ici, essentiellement au niveau du Shem Ishmoel, et du Harizal également, ou du Zohar, qui nous font expliquer, qui nous expliquent un petit peu les choses d'une façon un peu plus profonde. Après, à la fin, si vous voulez, Be'at Hashem, on essaiera, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. En tout cas, pour commencer déjà, d'une façon générale, il faut savoir une chose, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 2 entités distinctes qui sont le ciel et la terre. D'accord? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Tout le but maintenant va être de rejoindre les deux. Ça, c'est pour ça qu'on est venu en ce monde. D'accord? Il faut le savoir. Maintenant, il faut savoir que la chose va se faire, de gré ou de force, elle se fera. La question, c'est combien vous décidez, chacun d'entre vous, d'être acteur de cette chose-là. Vous pouvez être spectateur. Il y a beaucoup de juifs qui sont shomer Torah au mitzvot, et ils ne font que regarder. Le but, c'est pas de regarder, c'est d'être acteur dans la chose. Donc ça, il faut le savoir, et c'est extrêmement important à réaliser, parce que le rôle que vous avez, et que vous pouvez avoir dans ce monde, d'accord, personne ne peut le faire à votre place. Donc chacun, on a une possibilité de faire avancer la machine, et le but c'est cela, c'est de faire avancer la machine, d'accord, pour arriver à sa finalité, et donc qui est justement de retrouver l'état originel, qui était la fusion totale de Hashem Echad ou Shemo Echad, où tout le ciel et la terre sont réunis. Donc ça, il faudra le faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Le Zohar nous dit que il y a entre le ciel et la terre, il y a une personne qui va faire l'intermédiaire. C'est un Zohar Meforash et qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Ça veut dire que maintenant, il va y en avoir plusieurs dans les générations, d'accord? Mais cette personne-là va nous permettre maintenant de faire la liaison entre le ciel et la terre. Tout va passer par lui, c'est lui qui est l'axe central, d'accord, au travers de qui tout converge, s'il a le niveau, évidemment, il faut qu'il le garde aussi, on va voir justement avec Yosef. Et sinon, après, ça s'est reproduit plusieurs fois, dans plusieurs générations, on verra ça, Bezrat Hashem également, et c'est très intéressant de voir également les enseignements qu'ils nous ont laissés à chaque fois, ces personnes-là qui sont d'un niveau exceptionnel évidemment, et qui ont ce rôle-là. Donc on voit que Yosef, déjà que Yaakov, lui, il enseigne tous les secrets et tout l'ésotérisme également de la Torah au plus haut niveau. Il enseigne Dafka à Yosef. C'est ça, Katunet Passim, là-bas, c'est pas juste une tenue, c'est qu'il a appris maintenant tous les secrets maintenant du monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il lui demande de partir des Emek à Chevron. Emek à Chevron, c'est une kushia, parce que Chevron, c'est sur une montagne, c'est pas dans le Emek. Donc là-bas, nous dit maintenant, c'est Etza Amuka. D'accord? C'est dans le conseil profond de quoi? Qui était enterré à Chevron. C'est qui? C'est Abraham Avinu. Donc là-bas, de Abraham Avinu, on voit qu'il va falloir partir en exil.
La question, c'est qu'il va falloir préparer ces choses-là et les faire comme il faut. Alors, un point qui est important également à réaliser, c'est quoi l'exil? Parce qu'on y est en plein, d'accord? Bien que ça va terminer, mais mais en tout cas, on est dans un exil. Le plus gros danger de l'exil, c'est de s'y installer. D'accord? Et c'est ce que malheureusement les Juifs ont fait trop souvent. D'accord? Il faut faire très très attention à cela. C'est que le but d'un exil, c'est d'en sortir uniquement. Maintenant, la question, c'est comment on va en sortir. Là aussi, ça dépend combien on est acteur. Si on est spectateur et qu'on s'installe dans l'exil, ça peut durer très longtemps. À partir du moment où on comprend quel est le but de l'exil, à ce moment-là, on va essayer d'agir. Alors à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'exil. Et c'est ce qui s'est passé de génération en génération. Parfois, là, on voit que le dernier, il dure extrêmement longtemps. On peut faire une parenthèse par rapport à ça, puisqu'on vient de passer Hanouka, qui est intéressante également, d'accord, puisque aujourd'hui on est dans Édom, d'accord, après avoir eu Babel, Paras, Madai, Paras, Yavan et Édom, d'accord. Et Édom, c'est en fait la continuité logique, entre guillemets, d'accord, de Yavan. Yavan, c'est toute une notion maintenant, d'accord, où on va mettre toute la relation de l'homme au niveau horizontal. Surtout pas avoir une dimension verticale, d'accord, au niveau de l'être, au niveau de la pensée, au niveau du corps et au niveau, d'accord, de tout de nos actions. D'accord. Ils avaient beaucoup de sagesse, d'accord. Il y avait 3 provinces qui étaient les plus importantes. On le voit une fois après que Alexandre le Grand est décédé et qu'ils se sont battus un petit peu pour reprendre l'empire grec. En 2 mots, il y avait 3 niveaux là-bas. Il y avait 3 provinces importantes qui correspondaient à 3 notions complètement différentes, qui correspondent aussi à Nefesh Ruach Neshama. On ne va pas rentrer trop profond là-dedans, mais qui étaient à la fois Athènes, Macédoine et Sparte. D'accord? Je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu ces choses-là, mais en tout cas, c'est intéressant de voir. C'est quoi? C'est que Athènes, c'était la Chokhma. Ok? C'est là où il y avait Chachma Atuna, vous le voyez dans la Baba Batra, etc. Et énormément de Haggadot extrêmement profondes là-bas, et il y a beaucoup de secrets dans ces Haggadot. D'accord? Donc Chachma Atuna, c'est le niveau de la sagesse, c'est au niveau, c'est ceux qui sont allés devant les Chachamim de chez nous. Ensuite, il y avait, alors ça c'est la Chokhma, c'est le Yud, d'accord? Le Yud en hébreu, c'est tout le temps la notion de Chokhma. Donc ça c'était au niveau de Athènes. Ensuite, on passe au niveau de les problèmes au niveau du cœur. Les problèmes au niveau du cœur, d'accord, ça c'est au niveau de Macadémia. Macadémia, c'est Macédoine. La Macédoine, là-bas, c'est les gens qui ont fait les guerres. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était beaucoup de Harzariout, beaucoup de Kina, etc. C'était les gros guerriers de l'époque. Et ensuite, on descend jusqu'en bas. Quand on va plus bas encore, d'accord, parce qu'on on a les Yud, on descend un petit peu le Yud, on arrive jusqu'au cœur, d'accord, on est au Vav. Donc là, c'est Macédoine. Et quand on redescend encore plus loin, encore plus bas et qu'on arrive jusqu'au pied, d'accord, là on est carrément sur celui qui est le culte du corps. Le culte du corps, c'est Spartacus, d'accord, c'est là où ils faisaient leur fameux combat, leurs fameuses choses, mais au niveau des sports, au niveau de la culture du sport, etc. D'ailleurs, ils allaient un jour par an sur un mont sur lequel ils étaient essayés de faire les plus grands exploits pour donner ça à leur dieu, puisque c'était, comme vous savez, Yavan, c'était la Grèce, c'était là où il y avait le plus de divinités, etc. Est-ce qu'ils ont tout développé sur ça? Et comment ça s'appelait ce mont? C'est le mont Olympe. Donc c'est ça, les Olympus, c'est de là que ça devient tous les jeux d'aujourd'hui, c'était là-dessus. Si on savait ça, c'était complètement Avodazara, d'accord, l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est comme ça que ce pays s'est créé. Donc on voit que du Yud qui est passé, après on est descendu jusqu'au cœur, ça devient au Vav, on arrive jusqu'au pied, c'est le Nun Sophite. Et donc ça fait Yavan, d'accord? Donc c'est exactement le semel qu'il y avait là-bas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que à partir du moment où eux, ils veulent... La Grèce n'a jamais voulu nous exterminer. Ce qu'elle a voulu, c'est nous assimiler. Et là, on est en plein aussi dans cette notion-là avec Édom, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas l'extermination, à part certains abrutis, mais en tout cas, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est nous tourner la face, d'accord? De façon à ce que tu veux réfléchir, il n'y a pas de problème. Fais de la philosophie, fais de la chose, etc., mais ce que tout le monde soit au même niveau. Tu veux faire des cultures du corps, tu veux faire culture, mais tout ça, c'est une dimension horizontale. Mais surtout, ne viens pas me dire que tu as une dimension verticale, ça veut dire avec un être supérieur, parce que là, ça voudrait dire que tu es dans une dimension que nous, on n'a pas. Et ça, la Grèce le refuse. Elle le refuse à la fois parce que les Juifs l'ont au niveau de leur lien avec Akadosh Baruch Hu, au niveau de l'étude, c'est la Torah,
Et ils l'ont également au niveau de la maîtrise du temps dans le cosmos, puisque tout va dépendre du Beddin par rapport au Rosh Chodesh. D'accord? Et ça, c'est impossible de comprendre que vous ayez la clé du temps. Et troisièmement, vous avez une relation au niveau du corps. D'accord? C'est au niveau de la Brit Mila. Comme par hasard, les 3 xérotes de Yavan. D'accord? Donc on voit que les 3, vous les enlevez, parce que sinon, vous avez une dimension que nous, on n'a pas, et ça, c'est hors de question. Donc là, il faut faire très attention. Donc nous, on doit réaliser qu'on a, oui, cette spécificité. Et c'est cette spécificité qui va nous permettre justement de tirer notre épingle du jeu et d'arriver justement à ce pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, pour remettre une chokhma comme il faut à son niveau, d'accord, le véritable niveau de la chokhma à travers l'étude de la Torah, pour arriver à agir dans le temps comme il se doit, et également que notre corps soit au diapason également de la Kedusha qui est nécessaire pour arriver justement à recevoir toutes les lumières qu'Hachem nous envoie à travers les différentes mitzvot. Alors c'est intéressant de voir également que ce niveau-là, pourquoi il est lié au niveau du Brit? Pourquoi? Parce que c'est tout le but de l'homme, pourquoi il est venu sur Terre, c'est justement par rapport au Tikkun Brit. D'accord? C'est là où c'est la plus grande difficulté, c'est là où il y a la plus grande épreuve, et on va voir avec Yosef tout de suite ce qui va se passer là-dessus. Entre guillemets, c'est très bien également de réaliser cela, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé le monde totalement à parité. Vous avez tout qui est au chiffre de 2, d'accord? Vous avez 2 mains, 2 jambes, 2 pieds, 2 coudes, vous avez 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, etc. Il y a 2 seuls membres uniquement dans tout le corps qui sont uniques. C'est la bouche et la brite. Et comme par hasard, ils sont au niveau de l'axe médian. Ça veut dire que s'il y a quelque chose une main qui ne va pas, on peut corriger avec la deuxième. S'il y a un genou qui ne va pas, on peut mettre une prothèse, on se récupère avec la deuxième. Mais si la bouche ou la brite sont touchées, là, c'est très dangereux. C'est pourquoi c'est très dangereux. D'ailleurs, on voit que les deux sont profondément liés, puisqu'on voit que Mila et P, c'est la même Gematria, 85. Ça veut dire qu'il y a une relation directe entre les deux. S'il y a une personne qui avilit sa bouche, sachez qu'il y a un problème au niveau du Brit. C'est comme ça, c'est direct. D'accord? Ça va dans les deux sens. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de Yosef? Yosef va faire Dibatam Ra'a. Il va commencer à faire du Lashon Hara. Je ne vais pas rentrer pourquoi, c'est très profond maintenant par rapport aux 3 choses qu'ils ont dit, qu'il a vues, qu'il a rapportées à son père, etc. En tout cas, il fait Dibatam Ra'a. Le problème qu'il y a, c'est que tous les Shvatim savaient que Yosef était le tzaddik Yesod Olam. Ils savaient qu'il devait passer par lui, y compris Yehuda. Yosef, à travers ses rêves, a voulu leur montrer comme quoi il n'est pas là maintenant pour venir se tirer vers lui maintenant tous les mérites. Mais il est en train de faire comprendre que vous devez passer par ma dimension à moi si vous voulez vous-même arriver à servir à Kadosh Baruch Hu, chacun suivant sa spécificité. Mais vous devez passer par moi. C'est pour ça qu'ils disent, qu'ils leur montrent qu'ils doivent se prosterner, qu'ils doivent venir vers lui, etc., etc., et y compris Yaakov, etc. Pourquoi? Parce que apparemment, il a compris qu'il a réussi à avoir ce niveau-là, d'être l'intermédiaire entre Kadosh Baruch Hu et tout le Ham Israël. C'est lui qui va inclure le tout. Le problème qu'il y a, c'est qu'à ce niveau-là, maintenant, il va avoir les épreuves. La première épreuve, c'est que maintenant, c'est que si tes frères se comportent d'une façon qui n'est pas adéquate, tu dois leur faire tochecha. Tu dois leur faire remontrance. Si tu ne fais pas remontrance, il y a un véritable problème. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il ne va pas faire remontrance, il va le dire à son père. Le problème, c'est que le Zohar, il dit que maintenant, à partir du moment où quelqu'un il pourrait faire une tochecha, il ne le fait pas, Nirshav Kel Lashon Hara. Ça s'appelle comme du Lashon Hara à son niveau, parce qu'il aurait dû faire remontrance. Le problème, c'est que si tu fais du Lashon Hara, c'est que tu as été pogem au niveau du brit, au niveau de la paix, au niveau de la bouche. Or, la bouche et la brite sont étroitement liées. Nous dit le Shem Ishmoel, puisque tu as fait une erreur avec la bouche, ça veut dire que ton brit n'est plus au niveau, tu ne peux plus être tzaddik Yesod Olam, on doit te tuer. Pourquoi? Parce que si on reçoit maintenant la Torah de toi, la Torah, elle n'est pas 100% comme il faut, même si c'est du 99%, c'est du sheker à 100%. On ne peut plus recevoir de toi, il faut te repousser. Alors, pourquoi le tuer, pas le tuer, etc. Je ne rentre pas là-dedans, etc. Mais en tout cas, il fallait le repousser, et c'est ce qu'ils ont fait. Yosef HaTzadik va avoir maintenant l'épreuve. C'est que maintenant, il doit remonter au niveau de retrouver sa Gedusha au niveau du Brit. Tout de suite, première épreuve quand il arrive en Égypte, la femme de Potiphar. La femme de Potiphar qui va maintenant automatiquement l'éprouver non-stop, nuit et jour, lui met
des trucs dans les yeux pour pas qu'il puisse fermer les paupières, il lui met ici un couteau pour pas qu'il puisse baisser le cou, etc., pour qu'il regarde. Et il tient. Il va tenir nuit et jour là-dessus jusqu'à la fin. Et bien qu'il marque l'enquête sur la fin, en tout cas, mais en tout cas, on voit qu'il a réussi l'épreuve, d'accord. Entre parenthèses, grâce à cette épreuve qu'il a réussi, aucun juif ne fautera au niveau du brit dans tout l'esclavage de Mitzrayim par la suite, à part une qui a été prise baronesse, et c'est pour ça qu'elle est citée d'Afka dans la Torah, d'accord. Donc c'est ça qui va les protéger. Ceux qui n'ont pas protégé la brit entre guillemets, d'accord, ne sortiront pas d'Égypte. Il y a Doha, là déjà c'est écrit, c'est un perquet des Rabbi Eliezer Mefourach, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait semblant d'être Harel ou qui ont fait Mosher Bebritam, etc., ne sortiront pas d'Égypte. C'est pour ça que les 4/5e sont restés sur le carreau à la fin de l'Égypte. D'accord. Ça veut dire que tu as une famille de 8 enfants plus les parents, 2 sont sortis, d'accord, c'est pas plus. Donc vous voyez que c'est énorme ceux qui sont restés sur le carreau à l'époque. Donc Yosef, lui, va être éprouvé énormément au niveau de cela. Pourquoi ? Parce que maintenant, s'il ne remonte pas maintenant à son niveau, il a perdu tout son niveau. N'oubliez pas que Yaakov, pendant tout ce temps-là, il fait la veloute de Yosef et il ne se console jamais. Alors il y a des explications par rapport au fait que quand la personne n'est pas morte, on ne peut pas avoir une véritable nechama, etc. et tout. Mais cependant, il y a beaucoup plus profond que ça. C'est quoi la chose qui se cache derrière ici ? C'est qu'en fait, Yaakov, tout son but à lui, c'était quoi ? C'est pas des gens comme nous. Ils étaient une dimension, les Havot, qui vivaient pas pour eux-mêmes. Ils vivaient uniquement pour Akadosh Baruch Hu et pour faire descendre la Shrina dans ce monde. Yaakov, c'est qu'il a maintenant pour mission de faire venir les 12 tribus, les Shifteka. Donc, Yaakov a maintenant la mission de faire venir les Shifteka. Si maintenant il y a une des Shvatim qui manque, alors tout tombe à l'eau. Et non seulement pas une des Shvatim, mais il manque Yosef. Donc s'il manque Yosef, c'est terminé l'histoire, parce que c'est lui qui aurait dû tout prendre, c'est lui qui aurait dû prendre, comme on a dit au début, la royauté, qui aurait dû être le Bechor, etc., etc. Donc toute la dimension, elle manque. Donc c'est pour ça que jamais Yaakov n'arrive à se consoler, parce qu'en fait, il n'est pas en train de dire maintenant j'ai perdu un enfant. Il va dire j'ai perdu ma mission, et je ne suis venu que pour cela. D'accord ? Et tout ce qu'il a fait chez Lavan et qu'il a travaillé chez Lavan, etc. et tout, c'était pour arriver. Et on voit d'ailleurs que dès qu'il y a Yosef, il s'en va de chez Lavan. D'accord ? Il sait très bien que maintenant, il a la clé pour pouvoir combattre et sauver, etc. et toute la suite. En tout cas, il a Yosef ici maintenant est dans cette épreuve. Donc là, Yaakov est dans la veloute. Donc lui maintenant, Yosef va avoir l'épreuve avec Eshet Potiphar. Justement pourquoi ? Pour revenir sur le Tikkun Abrit qu'il avait raté au niveau qu'il avait fait descendre au niveau de son Lashon Hara, entre guillemets. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est que nous dit le Zohar, mais c'est vrai que maintenant tu vas réparer, mais cependant, ça suffit pas. Parce qu'il faut faire le mirouk maintenant. Il faut enlever toutes les conséquences de ta faute. D'accord ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait Lashon Hara sur tes 10 frères, Mida Keneged Mida, 10 ans de prison. 1 année par rapport à chaque frère. D'accord ? Et ensuite, par rapport à ça, il y aura encore 2 ans sur le fait par rapport au bitachon de Yosef qui était absolu et qui, malheureusement, il a parlé au maître échanson, etc. Et donc, il va en prendre encore 2 ans de plus. En tout cas, on voit que quoi ? On voit que quand il sort de cela, il a réussi à retrouver le Tikkun Abrit. Il a réussi à retrouver son niveau, et donc, qui devient, nous dit le Zohar, il redevient Tzadik Yesod Olam. Ça veut dire que maintenant, tout peut repasser par lui. Si tout peut repasser par lui, toute la bracha, elle passe par lui. Alors, il y a une question qui est assez intéressante, parce que nous, on connaît la fin du film, entre guillemets, d'accord ? Mais quand on revient à chaque fois sur la paracha de Miquée, etc., on se dit, attends, c'est un petit peu gros l'histoire. Tu es en train de dire maintenant qu'on est face à Pharaon, d'accord ? Pharaon, c'est un Chacham Atzum, un des plus gros sorciers du monde. Je ne sais pas si vous avez lu dans le Midrash, pour arriver dans la chambre de Pharaon, d'accord ? D'ailleurs, quand Moshe et Aaron vont arriver à plusieurs reprises devant cette chambre-là, ils vont lui dire, mais à chaque fois, il est stupéfait. Il dit, mais comment vous êtes arrivé jusqu'ici ? C'était les dragons, la sorcellerie dans tous les sens, etc. Et tout. Vous ne pouvez pas être là. Comment ? Et eux, ils arrivent avec le lion à côté d'eux, etc. Il faut lire ça. Je vous dis qu'Indiana Jones, c'est la pacotille à côté, d'accord ? Donc, il faut lire ces midrashim parce que c'est impressionnant de voir comment ces chachamim-là, ils savaient être cholettes sur toutes ces notions de magie noire, etc. que Pharaon utilisait non-stop. Alors maintenant, on est en train de parler du plus grand empire mondial de l'époque.
On est en train de parler maintenant du plus grand sorcier de l'époque. On est en train de parler maintenant donc de la cour du roi, etc. Maintenant, tu prends Yosef, qui est un petit jeune, d'accord, ivri, un hébreu, esclave, etc. Tu le sors. Sachakol, il vient. Il dit, quel est le problème? Voilà, j'ai fait les rêves. Il y a 7 vaches, 7 trucs, 7 épis, etc. et tout. Ok, bon, 7 années de famine, 7 années de disette, il faut se préparer. Tu sais quoi, il n'y en a pas un qui a trouvé l'histoire, là. C'était si compliqué que ça. Le Midrash, il dit non, ils sont allés, tu vas avoir 7 filles, etc. Mais prends le truc pas chaud, tu dis. S'il y a des vaches maigres, c'est qu'il n'y a pas à manger. Il y a des vaches grosses, il y a des trucs. Tu vas pas me dire que maintenant personne n'a. En chacham kamocha. C'est quoi En chacham benavon kamocha? Il y a pas un sage dans toute l'Égypte qui est capable de faire ça. Et même s'il a trouvé maintenant le pitaron, d'accord? Il a trouvé le pitaron. Ok, tu as trouvé le pitaron maintenant et tu comprends que c'est quoi ce pitaron? Du rêve, d'accord? Maintenant, en plus, Yosef, il donne la solution. Tu prends quelqu'un qui va faire ça, tac, tac, tac. Alors prends quelqu'un. Il te manque des conseillers, il te manque des trésoriers, etc. et tout. Pharaon, il lui dit, je t'en supplie, laisse-moi le royaume. Laisse-moi au moins le trône. De quoi on parle? Je veux dire, il était en prison, le type. Tu sors, tu imagines quelqu'un, il sort, Trump, il sort un mec du Bronx, d'accord? Est-ce que tu as une idée pour voir comment on pourrait gérer tu sais quoi? Allez hop, je te fais vice-président. Ça marche pas l'histoire. Il y a quelque chose qui va pas. D'accord? Vous comprenez jusqu'à où c'est. Il y a un décalage ici. Nous, on le lit chaque année, mais on continue à le lire comme au Talmud Torah, quoi. On n'a pas. C'est normal, c'est Yosef, etc. Mais il faut se poser la question ici. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une dimension beaucoup, beaucoup plus grande que cela. D'accord? Il y a une dimension beaucoup plus grande que cela, c'est que Yosef Hatzadik, il a la Shrina avec lui. D'accord? Maintenant, quand il vient devant Pharaon, d'accord? Pharaon, lui, maintenant, il voit cette chose-là. D'accord? De la même façon que Potiphar, quand il est entré dans sa maisonnée, etc., au début, il pensait qu'il faisait de la magie, il parlait sans train, les mamlel, comme ça, il est. Mais en fait, non, Shem, Shgora Befiv, Shem Hashem, Shgora Befiv, il avait le nom de Dieu dans sa bouche. C'est quoi? C'est qu'il était Bedvekut à Hashem sans arrêt non-stop. Et la personne le ressent. Sachez une chose, c'est que plus vous allez travailler sur votre bitachon, un bitachon amiti, je parle, d'accord? Plus vous allez travailler là-dessus, plus les gens devant vous le ressentiront. Quelqu'un qui vient avec un bitachon dans un entretien pour un embauche, dans un truc comme ça, les gens le ressentent. Pourquoi? Parce que tu as une soumission, une achna'a amitique de la chose, et non seulement, c'est pas pour gagner, c'est pas pour être plus fort ou quoi que ce soit, c'est pour montrer que tu te soumets, mais ça veut pas dire que maintenant en se soumettant, on n'est rien, au contraire, tu connais quel est ton véritable niveau. Mais cette soumission-là, elle te donne toute la dimension. Quelle était la force de Moshe Rabbeinu? La force de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'était, pourquoi on dit qu'il était un Av Mikol Adam? Ça veut pas dire qu'il était une serpillière et qu'il dit, bon, il est mévateur, il annule sur tout. D'accord? C'est pas ça un Av, c'est pas l'humilité. La vraie humilité, c'est quoi? C'est de connaître exactement sa véritable place, mais jamais faire dépendre ce niveau-là de mes mérites à moi. Moshe Rabbeinu, lui, il savait qu'il était le Manigador. Et il savait très bien taper du poing sur la table quand il fallait, on le voit avec Korah, etc. et tout. Il savait qui il était, d'accord? Et il savait quel est le rôle il avait. Mais jamais il a fait dépendre son niveau de son mérite à lui. Il savait très bien que si Hachem avait donné les kelim qu'il avait lus à n'importe quelle autre personne, il aurait été meilleur que lui. Et c'est ça qu'il a fait qu'il est toujours resté à son niveau de Anav Mikol Adam. Et ça, c'est un niveau de Achna Atzum. D'accord? Au niveau de Yosef, ici, on est déjà dans cette dimension d'un bitachon absolu. Maintenant, quand Yosef se présente devant Pharaon, la façon... Bon, alors c'est vrai qu'au-delà, il y avait autre chose, c'est vrai que déjà Pharaon, quand tu lui rencontres le rêve, dans le rêve, il y avait plein de choses fausses. Et Yosef, il lui remet en place le rêve, d'accord? Tu n'étais pas sur le quai, tu n'étais pas à côté du fleuve, tu étais sur le fleuve, tu n'étais pas comme ça et comme ça et comme ça. Donc déjà, il a peur, il s'aperçoit qu'il a une vision de la chose qui est bien plus profonde que ce qu'il lui a dit. Mais au-delà de cela, c'est-à-dire qu'il y a une telle présence divine, et en plus, il est en train de lui dire maintenant, tu sais que tu vas avoir les vaches maigres, etc. et tout. Or, Pharaon, il commence à s'inquiéter ici. Pourquoi? Parce que l'Égypte, ça s'appelle Orlat HaOlam, le prépuce du monde. D'accord? Pourquoi cela? Parce qu'en fait, toute la souillure était là-bas. C'est pour ça que c'était très très difficile de rester celui qu'il était, Yosef. D'accord? Et on va le voir à la fin, d'ailleurs dans la paracha de Vaïgash. D'accord? De la paracha de Vaïgash, on voit que
quand Yosef, ses frères, il s'est dévoilé à Yosef, entre parenthèses, sachez que on a bien montré comme quoi il fallait qu'il retrouve son niveau de tzaddik Yesod Olam. La première chose que fait Yosef quand il se dévoile à ses frères, il leur montre qu'il est quoi? Qu'il est circoncis. Mais en quoi c'est un chidouche? Je ne comprends pas. Il a circoncis toute l'Égypte déjà. Tout l'Égypte est circoncis maintenant, une fois qu'il se révèle à eux. Alors en quoi c'est un chidouche? Le chidouche, c'est que quelqu'un qui n'a pas faute avec le brit, le Shem Hashem, il est inscrit sur le brit. Et c'est ça qu'il leur a montré. Quand le Shem Hashem, il est inscrit sur le brit, ça veut dire, sachez que non seulement j'ai gardé le brit pendant toutes ces années, et j'ai retrouvé ce niveau que vous connaissiez. Et là, à ce moment-là, ils viennent, et ils vont dire maintenant à Yosef, ils vont dire à Yaakov, maintenant, oh Yosef Rai. D'accord. Oh Yosef Rai. Pourquoi il voulait? Qui? Non. Ça, c'est à la fin, quand il se révèle. Quand il se révèle, c'est terminé. Il ne va pas du tout le tuer, au contraire. Il s'empresse maintenant de revenir voir Yaakov, et ils lui disent justement à Yaakov, oh Yosef Rai. Yaakov, il y a quoi? Il y avait Egidoulo, d'accord? Il y a écrit là-bas, ils lui ont dit, il n'a pas reçu, il va il faut glibo. Là-bas, il dit maintenant Rachid, comme quoi il était cholek. Lo yachol amin. C'est quoi lo yachol amin? Ils n'ont pas intérêt à mentir maintenant. Ils ont vu qu'ils lui ont fait souffrir pendant 22 ans. 22 ans, il n'a pas eu la shrina sur lui à cause de cette tristesse. 22 ans maintenant, il a continué cette aveloute. Maintenant, quel intérêt ils auraient à mentir? Nous dit le Shem Ishmael, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que Vadaï qui était content que son fils y soit vivant. Mais c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut maintenant, Yaakov, c'est qu'il veut que Yosef soit Yosef. Et quand ils viennent et qu'il lui dit « Ah, oh Yosef Chai », c'est quoi Chai? Chai la olamim. Ça veut dire que maintenant, il est à le niveau du tzaddik. Il dit ça, je ne peux pas vous croire. Un jeune qui est parti à 17 ans et qui est resté 22 ans dans Orlat HaOlam, là-bas, dans la plus grande souillure du monde, c'est pas possible. Nous dit là-bas, le Shem Shmuel, il dit apparemment, et c'est ramené dans le Zohar, comme quoi apparemment vous ne savez plus, vous savez plus déchiffrer ce qu'on appelle Chokhmat HaPartsouf. Chokhmat HaPartsouf, ça veut dire que quand les gens, ils avaient une Chokhma, on voit que je crois qu'un parmi les derniers qui a eu ça, c'était le Harizal. C'est que des gens, en voyant le visage, ils savaient exactement toute la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, où sont ses fautes, etc., qu'est-ce qu'elle doit réparer, d'où elle vient, quel gilgoul, etc. Il y avait des chokhmot, il y a des chokhmot comme ça, il y a chokhmot kafayad, aussi au niveau de la paume de la main, etc. Il y a plein de choses comme ça, on voit dans le Hari, qui sont des chokhmot amitiot. Aujourd'hui, on les a perdus, c'est malheureux, parce qu'on n'est plus au niveau. Mais en tout cas, il y avait cela. Donc Yaakov, il leur dit, attendez, apparemment, vous n'avez pas retenu la leçon que je vous ai appris. Si vous avez vu Yosef, je veux bien qu'il soit vivant, mais que vous me dites qu'il Yosef Chai dans le sens, maintenant, il est resté à son niveau, ça, c'est impossible. Alors, comment, maintenant, il va réussir à avoir le passouk d'après? Il nous dit que maintenant, que quand il lui envoie les Agalot, à chercher Shalach Yosef, d'accord, là, il est revenu, d'accord, son esprit est revenu. Et là, il était Saméach. Alors le pshat qu'on a l'habitude de dire, c'est que maintenant avec la Haroufa, c'est la dernière sougia qu'il a étudiée avec son père, etc. et tout. Là, mais là-bas, il y a quelque chose de plus profond. Nous dit le Shem Ishmael, il nous dit qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Il dit que quoi? C'est qu'il a amené les Hagalot à chercher Shalach Yosef. D'abord, c'est faux, puisque c'est ses Pharaon qui a envoyé ça. C'est pas du tout Yosef qui a envoyé ces Hagalot. Il y a écrit Beffeu rouge, comme quoi Pharaon il dit, vas-y, prends les Hagalot et amène ton père là. Et après, il a 7 autos. Oh, alors là, tu dis la 7 auto, c'est-à-dire pour lui remonter. Pour lui remonter. Donc là, par contre, ce qu'il a envoyé, Yosef, il a envoyé un message, c'est le message de Hagalot. C'est quoi la Hagalot? Du Yesod, du Hagal, du Ofan, c'est quoi en hébreu? C'est que Hagalot, c'est la shon Igoul. C'est la shon, c'est un cercle. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut lui faire comprendre, Yosef? Il veut faire comprendre à son père qu'en fait, de la même façon qu'il y a un Galgal, d'accord? C'est qu'un Galgal, une roue, quand elle descend, le but, c'est pas la descente. Le but, c'est pour pouvoir prendre de l'élan et remonter. Yosef, il est en train de lui dire, sache que tout ce que je suis descendu maintenant, toutes ces épreuves, je ne savais qu'une seule chose, que c'était que pour Hachem me fasse remonter. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Et c'est ça le message qu'il envoie à son père. Si j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que depuis le départ où ils m'ont vendu, je savais que tout ça, c'était maintenant pour que Hachem, il me remonte. Et aujourd'hui, maintenant, il était Sholet Bemitzraïm, c'est pas ça qui intéressait Yaakov. Ce qui intéressait Yaakov, ça veut dire que maintenant il est revenu le Rosh Mashbir, ça veut dire qu'il est revenu effectivement ce pilier du Yesod Olam, d'accord, du Tzadik Yesod Olam, ça veut dire que c'est que tout passe par lui, y compris l'abondance matérielle. Donc Pharaon, quand il voit Yosef, il comprend maintenant qu'il va arriver dans une dimension
qui est complètement différente. Parce qu'il est en train de lui dire maintenant, tu vas avoir des années de disette et des années de prospérité. D'abord la prospérité, après la disette. Mais c'est pas possible, parce qu'en Égypte, comme c'était la plus grande souillure du monde, Akadosh Baruch Hu ne voulait même pas entendre parler de ce pays. La plus grande malédiction, c'est quoi? C'est de ne pas prier. On le voit avec le Nachash. Quand tu dis maintenant, quand Hachem il a donné la malédiction, il lui dit maintenant tu mangeras la poussière de la terre. Nos sages posent la question, mais je ne comprends pas. Mais la poussière de la terre, il y en a partout. Donc ce n'est pas une malédiction, puisqu'il va pouvoir manger partout. Il dit non, ça veut dire qu'effectivement tu auras partout pour ne jamais rien demander à Hachem. Jamais tu auras besoin de demander quoi que ce soit. Au niveau du Nil, c'est la même chose. Le Nil, il monte en crue et c'est comme ça il inonde les champs de l'Égypte. Donc ça veut dire quoi? C'est que jamais ils ont besoin de prier. Et là, maintenant, quand il lui dit, attention, maintenant on va changer la maréchette, on va changer le système. Là, maintenant, tu vas rentrer dans un système où tu vas avoir la disette. Ça va changer. Il dit, mais alors si ça change maintenant, qui va nous permettre d'avoir la bracha? Il a compris que c'est Yosef. Tout va passer maintenant par un système où c'est lui qui va être l'intermédiaire. C'est pour ça que si toi tu t'occupes pas de l'Égypte est terminée. Maintenant, c'est vrai qu'encore plus profond, le Zohar il nous dit maintenant pourquoi il a voulu faire ça. C'était en fait pour faire venir Yosef chez lui et ensuite être cholette sur lui et faire passer toute la Gdusha du côté du Sitra Achara, du côté des forces du mal. Bon, c'est un sujet en soi, c'est assez amok ce qu'il a voulu faire parce que croyez-moi, c'était des gens beaucoup plus chachamim qu'on croit, tous ces pharaons, etc. En tout cas, on voit que Yosef, il arrive maintenant à faire comprendre à Pharaon comme quoi maintenant le système il va changer. Maintenant, le système de Hashgacha qu'il va y avoir, il va passer maintenant par un intermédiaire. Maintenant, à toi de le choisir. Et là, effectivement, Pharaon lui dit tout de suite, c'est toi qui vas l'être, s'il te plaît, laisse-moi le trône. Pourquoi laisse-moi le trône? Parce qu'il sait très bien que même ça, il peut le prendre. D'accord? Il a rien, il peut rien rester. D'accord? Et donc, finalement, il va le faire. Et donc, on voit que finalement, Yosef a fait le tikkun complètement au niveau du Brit par rapport à la faute qu'il a fait. On voit maintenant également que finalement, pourquoi Yaakov va tout de suite revenir et son esprit va repartir, parce que maintenant, c'est pas qu'il a retrouvé Yosef, comme quoi un enfant qui a été perdu, on l'a retrouvé. Il a retrouvé Hatzadik. Il a retrouvé maintenant le Yosef que lui, il a construit entièrement. Et donc, Yosef est resté dans toute son entité. Et donc là, maintenant, il lui dit, maintenant, cette fois-ci, je peux mourir. Apparemment, maintenant, je peux partir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ma mission, elle a été réussie. Pourquoi Yosef, il a eu besoin d'être Metaken Labrit alors qu'il n'a jamais été Pogam? Parce que justement, par rapport à la Shonara qu'il a fait... Mais il a été Metaken avec les années de prison, ça va non, oui, mais il fallait d'abord l'épreuve au niveau du Brit lui-même. On a dit, parce qu'on a dit que les deux sont liés. Il y a Brit à Mahor et Brit à la Shon. C'est forcément qu'on est Pogam Labrit si on est... Un ou l'autre. Si un il est pas goum, ça veut dire qu'il y a un problème en bas. Si en bas c'est pas goum, ça va remonter dans la bouche. Yosef, il n'a pas eu de problème là. Si, parce qu'il a fait Dibatam Ra'an. Lui, à son niveau, pour nous, ça aurait été une mitzvah de dire ça à notre père, d'accord? Mais à son niveau, à lui, alors qu'est-ce qu'il explique là-bas, le Shem Ishmael? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une modestie mal placée. Pourquoi, il explique le Shem Ishmael, pourquoi Yosef n'a à parler sur ses frères? C'est pas parce que maintenant il voulait pas faire Tochecha, c'est que lui il se voyait pas faire Tochecha à Yoda qui était Prinat Malchut, d'accord, à tous ses frères qui étaient bien plus âgés, et lui maintenant il va leur dire des choses comme ça. Et donc ça c'est par un ava amitit. On voit bien que Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu, au début il lui dit tu vas sauver Am Israël, il dit je peux pas. Mais quand il dit je peux pas, c'est pas du tmanik, c'est pas je peux pas, non écoute, redemande-moi encore une fois, 2 fois, après je vais y aller, d'accord? Vous montez à... Non, je veux pas. D'accord? C'est pas ça, c'est qu'il veut pas ma mâche. D'accord? Il est gêné. Alors, tu vas dire par rapport à son frère qui est plus grand, etc. et tout, il voulait... Mais non, c'est la mida, quand elle est là et qu'elle est acquise, Béhémet, la personne, elle peut pas recevoir un tafkid comme ça, un rôle aussi important. D'accord? C'est ça un abat. Et là, pareil pour Yosef. Yosef, il sait quel est son rôle. Maintenant, il veut essayer par Remazim leur donner. Pourquoi il passe par des rêves? Pourquoi est-ce qu'il leur dit pas clairement maintenant, ok, je suis Tzadik et Sodom Lam, vous allez maintenant vous passer par moi? Il leur montre des choses, il leur montre... Tout ça, c'est pour leur faire comprendre petit à petit ces notions-là. Et c'est des notions qui sont vraies, puisqu'on voit qu'elles vont aller là-dessus. Et le problème, il dit, le Shem Ishmael, c'est que s'il leur avait fait Tochecha, ils auraient reçu de lui. Parce qu'ils savaient très bien que ce qu'il disait, c'était que les Shem Shamaim. Mais à partir du moment où tu passes par un intermédiaire, tu fais un brit au niveau, tu fais une gamme au niveau de la bouche. Si tu fais un gamme au niveau de la bouche, ça veut dire que ton brit, il est plus à 100%.
S'il est plus à 100%, on ne peut plus recevoir de toi. Donc là, maintenant, tout a été réparé par rapport à cela. Maintenant, Yosef, il est revenu à son niveau. C'est lui qui va effectivement, nourrir tous les Bnei Israël, etc., etc. D'accord ? Entre parenthèses, il faut savoir que c'est aussi une notion de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. C'est pour ça que Yosef, il leur dit, vous devez passer par moi. Ça veut dire que la Géoula ne pourra arriver et que toi, Yehuda, tu ne pourras être le roi qu'après être passé maintenant par le Prinat de Mashiach ben Yosef. Bon, il y a plusieurs choses là-dessus. Finalement, malheureusement, il va rater cette mission, lui, parce que quand il va pas supporter que les Égyptiens entendent la honte. On a vu dans Vaïgash. Et quand il fait sortir vite les Égyptiens, il dit que là-bas, bon, c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui a décidé ça, mais du coup, il a perdu sa prina de Mashiach ben Yosef, parce qu'il aurait dû attendre que la tchouva des Shvatim soit à 100%. Mais il n'a pas pu résister, il avait trop honte devant ses frères, il s'est révélé, et à cause de ça, ça va partir et ça va passer sur Yehoshua. Yehoshua va être après Yehoshua Mashiach ben Yosef, c'est pour ça que c'est lui qui va conquérir Israël, etc., avec Kalev. Bon, c'est encore un cours en soi, je ne rentre pas trop là-dedans. En tout cas, juste pour terminer maintenant, sur le dernier point, qui est un point aussi extrêmement important. Un point important, c'est que à la fin, la paracha de cette semaine, un paracha de Vayechi, à la paracha de Vayechi, à la fin, on voit que Yaakov va réunir tous les 12 tribus. Et voilà, il va dire Vaikra Yaakov el Banav. Il appelle donc ses enfants Vayomer et Asfu ve'agida lachem et asher yikrav etrem ba'acharit hayamim. Je vais vous révéler maintenant comment le Mashiach va venir. D'accord ? Kitsour, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps ? Ikavetsu veshim'u bnei Yaakov veshim'u el Israël avichem. Réunissez-vous maintenant et écoutez les enfants de Yaakov, veshim'u el Israël avichem, et écoutez votre père. Reuven, Bechori, etc. Et après on passe au brachot, etc. Mais il n'a rien révélé. Rashi nous dit sur place directement, Estalka mimeno ashrina. C'est-à-dire qu'il a voulu révéler cela et on lui a caché. Et apparemment, c'est un petit peu compliqué ici, puisqu'on parle ici maintenant de Yaakov. Yaakov ish emet. C'est pas possible qu'il dise une chose maintenant que la chose elle n'arrive pas. En tout cas, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris que im nistal kamino ashrina, si maintenant la shrina elle est partie de lui, c'est-à-dire que c'est pas le moment de révéler cette chose-là. D'accord ? Mais les Mefarshim, ils essayent de savoir maintenant quel est le secret ici, parce qu'il est obligé au moins de faire une allusion. Rabbi Nathan, il amène, on allait écouter à la chôte, il amène quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Il dit qu'il y a une grosse différence entre le premier pasouk et le deuxième. Au premier, il y a écrit Asfu, réunissez-vous, et le deuxième, il y a écrit Veikaptsu, réunir aussi. En français, c'est à peu près la même chose, mais en hébreu, il y a une grosse différence. Quand on dit maintenant le verbe de Easfu, réunir, ça veut dire venez vous réunissez-vous autour d'une personne. C'est-à-dire c'est des gens qui sont proches. Les frères sont tous autour du lit. Ils disent voilà, rapprochez-vous maintenant, je vais vous révéler la chose. Et apparemment ça marche pas. Et après à la fin c'est Ikaptsu. Kibbutz, c'est de faire venir des gens de beaucoup plus loin que cela. C'est quoi la différence entre les deux ? Ça veut dire qu'ici Rabbi Nathan il dit qu'en fait Akadosh Baruch Hu ne veut pas que la Géoula vienne par les tzadikim. Et Asfu, ça veut dire maintenant, vous les Shifteka, je vais vous montrer comment faire venir le Mashiach. Ça, Akadosh Baruch Hu, il se retire tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tout le monde participe à cela. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, Ikaptsu, quand vous allez chercher maintenant, vous allez faire un kibbutz de tous vos frères, et que vous allez les réunir autour du projet divin, à ce moment-là, quand tout le monde va venir, alors là, je vous montrerai quelle sera la Géoula finale. Donc on voit que de là, c'est extrêmement important de comprendre qu'on a un rôle à jouer, nous tous, comme je disais au départ, de comprendre que l'exil, le but, c'est pas de rester dans cet exil. Le but, c'est d'en sortir de l'exil. C'est quoi un exil ? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous plonge dans un peuple, ou autour d'un peuple, d'accord, qui a des mauvaises midotes. Le but, c'est d'apprendre de ces midotes et de les extirper de nous. À chaque fois qu'il y a eu un problème sur Avodah Zarah, on était dans des peuples qui faisaient Avodah Zarah. Après, c'était un rayot. Bon, aujourd'hui, malheureusement, c'est Romi,
il y a tout qui est réuni. Mais c'est très important de comprendre cela, combien l'assimilation est grave. C'est la mort de tout le peuple juif. Combien on doit faire attention, sans chas shalom, jamais dénigrer les goïms, sans jamais quoi que ce soit, mais jamais non plus croire que maintenant on est là pour être au même niveau et qu'on est là pour se mélanger. Ça, c'est la pire des choses. D'accord ? Et donc c'est pour ça que si on prend toutes ces leçons-là que Yosef nous donne, si on arrive à comprendre combien c'est important de faire attention au niveau du brit, de faire attention chacun à son niveau, mais chaque effort que l'on va faire là-dessus, combien ça va complètement transformer la personne et l'aider à monter, parce qu'il ne peut pas y avoir de Gdusha sans Gedererva, comme nous dit Rashi, d'accord, Parashat Kitushin là-bas, d'accord. Il faut tout le temps avoir cette réserve, tout le temps faire attention et mettre des barrières, et des barrières, et des barrières. Et plus la personne elle va faire cela, chacun à son niveau, il va faire attention à ses yeux, il va faire attention à la façon dont il parle, il va faire attention aux gros mots, des choses comme ça, tout ça, ça s'allie à Botaï. On ne le voit pas, mais quand on monte, les petites blagues, les trucs comme ça, les Français, ils sont très forts là-dessus. Une petite blague par-ci, une petite blague par-là, et taf, et on descend, et on casse des barrières, et on perd maintenant toutes nos spécificités, c'est dommage. Il faut faire attention là-dessus. À partir du moment où on va faire attention là-dessus, parce que c'est l'épreuve la plus difficile, au-delà de cela, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'épreuve de faire Avodazara ou des choses comme ça, si ce n'est que l'Avodazara d'aujourd'hui, c'est l'argent, comme nous dit Rabbi Nachman là-bas dans la Torah Kav Gimel, là-bas, il montre que maintenant que les 70 facettes de l'Avodazara, elles sont parties dans l'argent. Et on voit qu'aujourd'hui, les gens ils font exactement la même chose. Ils sont capables de tuer pour l'argent, ils sont capables de mentir pour l'argent, ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc ça aussi, c'est une forme d'Avodazara. Mais à partir du moment où on arrive à tenir cela, et on arrive à comprendre que le but de l'exil, c'est justement de prendre la leçon et de s'extirper de ces mauvaises midotes-là qu'Akadosh Baruch Hu nous montre autour de nous, alors à ce moment-là, on pourra être Amnifra, Mezrat Hashem, et la vie à Geoula, Bimera, Amen.